Alors je vous propose de travailler dans cette vidéo sur une notion importante inscrite dans le programme de première et qui sera d'ailleurs reprise en terminale, qui est l'équilibre ressources-emploi. L'objectif de cette vidéo sera de savoir expliquer l'équilibre ressources-emploi en économie ouverte et évoquer les sources possibles de déséquilibre. Alors pour ça, on va mobiliser pas mal de notions, donc celle d'équilibre ressources-emploi bien entendu, mais aussi celle d'offre globale, celle de demande globale, et également les composantes de l'activité économique, PIB, consommation finale, formation brute de capital fixe, exportation, importation, variation de stock. Pas mal de notions donc. L'idée directrice de cette vidéo sera d'essayer de comprendre en quoi l'équilibre ressources-emploi consiste à représenter, à partir du concept d'équilibre, la totalité des échanges réalisés dans une économie nationale pendant une année. Donc il faut bien garder à l'esprit qu'il y a énormément d'échanges qui sont réalisés dans une économie pendant une année, et donc la meilleure façon de les représenter tous en même temps sera sous la forme d'un équilibre, donc un équilibre ressources-emploi. L'enjeu étant celui de la prévision, celui de l'analyse, celui de la politique économique. En fait, il faut comprendre à partir de l'équilibre ressources-emploi quelles peuvent être les grandes évolutions économiques à venir. Alors pour ça, on va imaginer une économie constituée de 4 agents économiques. Alors juste une remarque sur cette notion d'agent économique. Un agent économique, c'est celui qui a une activité principale de consommation, ce sont les ménages, et ou de production, ce sont généralement les entreprises ou les administrations. Donc consommation et production sont les deux grandes activités économiques existantes. Alors nos 4 agents seront la famille bidule, la famille machin, l'entreprise de truc et l'entreprise de choses. Voilà, des noms très originaux. Donc on imagine que la famille bidule, on le voit, il y a un petit bébé à nourrir, achète des biberons pour une valeur de 100 auprès de l'entreprise de truc. On imagine également que la famille machin achète des livres pour enfants auprès de la même entreprise. Donc cette entreprise, pour simplifier, fabrique à la fois des biberons et des livres pour enfants, donc pour une dépense de 200. Donc si on fait le total des dépenses de consommation dans cette économie s'élève à 100 plus 200 égale 300. Alors pour fabriquer les biberons et les livres pour enfants, l'entreprise de truc, elle a besoin de matériel. Elle a besoin, par exemple, d'acheter une nouvelle machine, ce qu'on appelle du capital fixe, pour un montant de 1200. On imagine également que la famille machin s'est agrandie et donc a besoin d'acheter une nouvelle maison, un nouveau logement, qui est aussi enregistré comme étant du capital fixe pour une dépense de 2500. Si on fait le total, 1200 plus 2500, on a le total des dépenses d'investissement dans cette économie. Donc, si on se résume, les dépenses totales de consommation, donc 300, sont appelées consommation finale. Et les dépenses totales d'investissement sont appelées formation brute de capital fixe. Donc ici, c'est 3700. Donc question, si je fais le total, 300 plus 3700, 4000, à quoi correspond cette somme? La réponse est simple, elle correspond à la valeur des biens et des services produits. C'est-à-dire que les biberons sont certes consommés par chaque famille, mais ils doivent d'abord être produits. La remarque vaut également pour les livres, bien sûr également pour les machines et les logements. Donc en réalité, le total de la valeur des biens et des services produits correspond au PIB de l'économie. Donc on peut écrire que le PIB de l'économie est égal au total des dépenses de consommation finale et au total des dépenses d'investissement, c'est-à-dire à la formation brute de capital fixe. Le PIB en réalité correspond aux ressources de l'économie, ce que les agents économiques peuvent utiliser pour répondre à leurs besoins. C'est aussi ce qu'on appelle l'offre globale. De l'autre côté, consommation et investissement constituent les emplois de l'économie. Ça signifie qu'une partie des ressources est employée sous forme de consommation, biberon, livres pour enfants, et une partie des ressources est employée sous forme d'investissement, machines, logements. Donc l'ensemble constitue la demande globale, ce qui revient en fait à écrire à l'égalité offre égale demande. Donc on a ici une première version de l'équilibre ressources-emploi qui est à connaître, mais une première version qui est en économie fermée. C'est-à-dire qu'on a fait l'hypothèse ici que l'économie était autosuffisante, il n'y a pas d'échange avec l'extérieur.
ce qui est évidemment hautement irréaliste. On sait qu'on est dans une économie mondialisée où de nombreux échanges se font avec des agents non résidents, c'est-à-dire avec des agents dont l'activité économique principale est située en dehors du territoire national. Alors pour tenir compte de cette ouverture vers les échanges vers l'extérieur, on va reprendre nos agents de tout à l'heure, mais on va imaginer que la famille machin est américaine. Et on va imaginer que l'entreprise truc est chinoise. Alors qu'est-ce que ça change? Ça change pas mal de choses. En réalité, les dépenses totales de consommation pour notre économie, désormais, sont égales à zéro. Pourquoi? Les biberons se font en direction d'une entreprise chinoise. Autrement dit, les dépenses de consommation en biberons deviennent des dépenses d'importation. On fait venir de Chine des biberons. Quant aux achats de livres pour enfants, eh bien, ils disparaissent tout simplement du circuit économique puisque c'est un échange qui se fait entre un agent américain et un agent chinois. Qu'en est-il maintenant des dépenses totales d'investissement? Eh bien, elles aussi sont ramenées à zéro. Pourquoi? Et cette fois-ci, eh bien, nos dépenses sont faites respectivement par un agent chinois et par un agent américain en direction d'une entreprise nationale, l'entreprise chose. Autrement dit, désormais, ces dépenses sont enregistrées en tant que dépenses d'exportation. C'est la valeur des produits qui sont vendus en direction de l'étranger, ici la Chine et les États-Unis. Donc si on reprend notre équation de tout à l'heure, le PIB est égal à la consommation finale et à la formation brute de capital fixe, on est tenté de dire que le PIB est égal à zéro. Évidemment, c'est faux, parce que ça serait oublier que l'entreprise chose a produit et vendu à l'étranger pour 3700. Autrement dit, elle a créé de la richesse. Sauf que cette richesse, elle l'a exportée. D'où une deuxième version de l'équilibre ressources-emploi. Il faut rajouter ici, à la droite de notre équation, les exportations. Quand même, il y a encore quelque chose qui ne va pas dans cette équation. Il me semble qu'une partie de notre consommation s'est faite sous forme de produits étrangers. Rappelez-vous, notre famille bidule a acheté ses biberons auprès de l'entreprise de truc. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en réalité, ces dépenses de consommation sont des dépenses d'importation. C'est-à-dire qu'elles sont faites auprès d'un agent non résident. En l'occurrence ici, un agent chinois. Donc on a ici la version quasi définitive de notre équilibre ressources-emploi en économie ouverte. Cette fois-ci, le PIB représente les ressources intérieures, tout ce qui est produit par les agents résidents. Les importations sont aussi des ressources, mais des ressources extérieures, c'est-à-dire qui sont obtenues à partir de l'activité des agents non résidents. Consommation et investissement représentent les emplois intérieurs, c'est-à-dire la demande intérieure en produits de consommation, CF, et la demande intérieure en produits de production, investissement. Et les exportations représentent des emplois extérieurs, c'est-à-dire les ressources qui vont être utilisées non pas à l'intérieur de l'économie nationale, mais vendues en direction de l'étranger ou en tout cas des agents non résidents. Donc l'offre globale devient la somme des ressources intérieures et extérieures, tandis que la demande globale devient la somme des emplois intérieurs et extérieurs. Alors encore une remarque, l'offre globale est-elle toujours égale à la demande globale? Que nous dit sur cette question la vraie économie française? Alors prenons les chiffres de l'économie française, ce qu'on appelle les agrégats macroéconomiques, pour le premier trimestre 2016, d'après l'INSEE. Donc on voit que lorsqu'on calcule l'offre globale, PIB plus importation, on arrive à un chiffre 727,9 milliards d'euros. Lorsqu'on calcule la demande globale, consommation, investissement, exportation, on arrive à un total de 720 milliards. Autrement dit, l'offre excède la demande à hauteur de 7,9 milliards d'euros, ce qui traduit en réalité un déséquilibre macroéconomique. Pas de panique, en réalité ça veut tout simplement dire que les entreprises ont augmenté leur stock. L'offre excède la demande, donc les entreprises ont stocké une plus grande partie de leur production. Alors que faut-il retenir? La première chose, c'est qu'il faut savoir écrire et interpréter l'équilibre ressources-emploi d'une économie nationale.
j'insiste, en économie ouverte. Donc la version définitive de notre équilibre ressources-emploi sera celui-là, sans oublier la variation des stocks. C'est la variation de stock qui permet d'équilibrer l'offre et la demande. Par convention, on la met à droite du côté de la demande, mais on pourrait aussi bien la mettre à gauche. Donc on imagine que si l'offre excède la demande globale, ça signifie que les stocks augmentent, ce qui peut s'interpréter comme une anticipation de la part des entreprises d'une hausse des ventes dans le futur. Les entreprises pensent qu'elles vont vendre davantage dans une échéance proche, et donc elles stockent, elles produisent davantage dans la perspective de ventes plus élevées. On peut imaginer le cas de figure inverse, où l'offre est inférieure à la demande. Dans ce cas-là, les stocks ont tendance à diminuer, ce qui peut s'interpréter au contraire comme l'anticipation d'une baisse des ventes dans le futur. Les entreprises peuvent penser qu'elles ne vendront pas, pour X raisons, donc elles ralentissent leur production et arrêtent de stocker en vue de ventes futures. Deuxième chose à retenir, savoir expliquer chacune des composantes de l'équilibre. Notamment, être capable d'expliquer pourquoi les importations sont une ressource, pourquoi la formation brute de capital fixe est un emploi. Troisième chose, savoir tirer quelques commentaires de l'équilibre. Donc par exemple, si on reprend les chiffres donnés précédemment, on peut constater que les dépenses de consommation finale, 436,5 milliards pour le premier trimestre 2016, constituent l'essentiel, 60,6% exactement, l'essentiel de la demande globale. Donc la consommation est vraiment un poste, un élément important de l'activité économique. Alors, dernière remarque avant de se quitter, on peut faire apparaître l'action de l'État dans l'équilibre ressources-emploi. Donc par exemple, on peut tout à fait imaginer que les dépenses de consommation ou les dépenses d'investissement sont faites par les pouvoirs publics. Auquel cas, on rajoutera à droite de l'équilibre ce qu'on appellera les dépenses publiques, autrement appelées revenus de transfert, à travers par exemple les grands travaux publics, les routes, les écoles, etc.